Bonjour, Pouvez-vous en quelques mots vous présenter? je m'appelle Marcus Kissa, je suis le président de l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité, en sigle ORIS, un observatoire congolais dont le but est de lutter contre les inégalités et les injustices subies par le peuple congolais. Et nous agissons au travers de nos représentants au Congo. Nous existons depuis le mois d'avril 2015 et nous sommes en 2017 et nous fêterons bientôt nos 2 ans d'existence. Je dirais non, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on peut recenser certains organismes, des institutions qui sont au Congo, mais qui œuvrent dans des domaines précis. On va parler des droits de l'homme, on va parler des droits des femmes, mais ils sont vraiment centrés sur un seul et même créneau. Voilà. ORIS table sur une généralité de problèmes qui touchent au quotidien les Congolais. Quand on parle d'intégrité et de citoyenneté et d'équité, c'est un domaine qui est vaste. Aujourd'hui, les problèmes d'eau, de pénurie d'eau, de manque d'eau ne sont pas traités par des organismes de droits de l'homme. Pourtant, c'est un problème que vivent au quotidien les Congolais. Donc, nous tablons sur ces problèmes-là, ces problèmes qui permettront justement demain de rééquilibrer un peu la balance sociale au Congo. Comme je vous l'ai dit, le besoin aujourd'hui, l'urgence, je serais tenté de dire, elle est sociale. Nous nous basons essentiellement sur des indicateurs officiels, le FMI et d'autres institutions qui ont assise au Congo-Brazzaville. Quand on a face à nous un pays dans lequel on est en 2017 et qu'il y a encore des pénuries d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de santé publique, des problèmes de chômage, on est en droit de se poser certaines questions, sans langue de bois, mais avec des personnes qui aiment réellement leur pays. Comment sortir le pays de la crise? Il est inconcevable que le gouvernement nous annonce la création de 14 hôpitaux sur l'ensemble du territoire national, mais que récemment, l'un des ministres, pour une simple luxation, vienne se faire soigner en Europe, en France plus précisément, à l'hôpital américain. N'est-ce pas là plutôt un aveu même de leur incompétence? C'est sur ça que ORIS travaille. C'est dénoncer ces manquements, ces inégalités. Parce que qu'est-ce qui est plus important entre quelqu'un qui meurt d'une grave maladie, ou bien qui souffre d'une grave maladie, et le ministre qui a eu une luxation? On sait très bien. Je ne vais pas vous poser la question, elle est, semble-t-il, logique. Le but de ORIS, avant tout, c'est d'être un lanceur d'alerte. C'est de prendre la température au niveau de la population et de la rediffuser au niveau des instances dirigeantes, afin qu'elles prennent des décisions adéquates aux problèmes réels des Congolais. Lorsque nous avons lancé ORIS, nous l'avons lancé avec le sentiment que les décisions à venir du gouvernement congolais en 2015 allaient mettre à mal le Congo-Brazzaville. Et pas que le Congo-Brazzaville, même la sous-région. La priorité a été d'interpeller les autorités, mais pas que les autorités, l'ensemble de la classe politique. Nous savons qu'au Congo, ceux qui décident réellement de ce que vivent les gens, c'est la classe politique, c'est personne d'autre. Nous avons commencé par cette démarche-là, en envoyant des courriers à différents ministères, au gouvernement, afin qu'ils prennent la mesure et la gravité de la situation. Vous avez eu des réponses? Bien sûr que non. D'où la démarche d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de passer au travers d'institutions qui collaborent avec le régime de Brazzaville. Il y avait l'Union européenne, qui est peut-être le premier partenaire économique du Congo, sûrement le premier partenaire économique du Congo. Nous avons pensé qu'en interpellant les partenaires sur le risque que courait le Congo de s'enliser dans une crise, premièrement politique, mais ensuite multidimensionnelle, ce que nous vivons aujourd'hui,
allait peut-être mettre la puce à l'oreille des autorités congolaises. Elles ont fait la sourde oreille, allant jusqu'à violer une constitution, organiser des élections dans un climat que nous connaissons tous, c'est-à-dire un huis clos. En étant conscient de ces choses-là, alors est-ce que Ori, c'est justement, là vous parlez de modification de la constitution, de référendum, etc. Quelle a été l'action d'Ori justement à ces périodes-là? Parce que Ori prétend avoir un tout petit peu anticipé la situation actuelle. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait justement pendant justement l'organisation de ces référendums et puis les échéances électorales, etc. Qu'est-ce qu'Ori s'est apporté? En tant qu'observatoire, nous n'avons que la possibilité d'interpeller les autorités. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos capacités, de nos compétences. Okay. Nous nous limitons à ce que nous savons faire. Et c'est notre rôle. Ce n'est pas de nous substituer au pouvoir de Brazzaville, ni à ceux des partenaires, mais notre rôle, c'est d'interpeller les consciences des uns et des autres. Donc, vous avez envoyé des courriers, bien sûr, qui sont revenus sans réponse. Bien sûr. D'après ce que vous dites, l'État congolais ne vous a pas répondu. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a eu l'action qui est menée au travers des institutions internationales, les interpellant par rapport à la situation locale. Pour revenir à votre question, et je vous remercie de me la poser, je vous dirais que nous avons été très déçus par la classe politique française. Et quand je dis très déçus, je fais vraiment un euphémisme. Nous avons consulté, envoyé des courriers, des mails à toute la classe politique française, bien pensante, c'est-à-dire les républicains, les socialistes, le front de gauche, voilà, tous ceux qui se revendiquent de cet idéal démocratique, des valeurs démocratiques que l'on entend, qu'ils aiment bien utiliser dans leur discours et dans leur prise de parole. Aucune réponse. Au mieux, une réponse du front de gauche qui nous disait « étudiez notre demande ». Nous avons même commencé par les Verts, partant du principe que Eva Joly, Noël Mamère, avaient été très virulents dans leurs propos par le passé, mettant en garde justement l'ensemble de la classe politique européenne quant aux dérives que pouvait entraîner justement la mauvaise gestion d'un État par ce monsieur-là. Aujourd'hui, en tout cas lorsque nous avons fait ces démarches-là, nous n'avons eu aucune réponse des Verts. Comme je vous l'ai dit, les seuls qui nous ont envoyé un mail nous disant étudier la question, c'est ceux du front de gauche. Partant de ce principe, nous avons tendu la perche au Front National. Je les ai contactés, personnellement. Je vais vous donner l'historique. L'historique est très simple. Je suis tombé sur une publication, sur une déclaration de M. Alliot, interpellant déjà la classe politique française sur la situation du Congo-Brazzaville. Ce jour-là, j'étais avec M. Blaise Chitembo, qui est le vice-président aux relations externes de Oris. Nous avons été sciés, étonnés de voir que le Front National, je peux vous le dire, on s'est regardé dans les yeux, l'air vraiment ébahi. On s'est posé la question, mais nous avons contacté tout le monde. Personne n'a réagi. Eux, nous ne les avons pas contactés. Comment se fait-il qu'ils réagissent? J'ai pris l'initiative de contacter M. Alliot par le biais de son mail, qui m'a répondu 5 minutes après. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a expliqué qu'il avait eu vent de la situation au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire ce qui se tramait déjà à cette époque-là. Nous nous sommes dit, écoutez, puisque la France n'a que des intérêts, pourquoi nous nous focaliserions que sur les principes? Nous devons regarder avant tout quels sont les intérêts du peuple congolais. Les intérêts du peuple congolais sont
que ceux qui ont la possibilité de parler des malheurs du peuple congolais le fassent, sans s'inquiéter de leur avenir politique. Lorsque nous prenons la décision de contacter M. Alliot, nous mettons aussi, pour ceux qui peuvent dire que nous avons des ambitions politiques, nous mettons en berne notre futur. Mais nous avons mis ce paramètre de côté, parce que la priorité pour nous, c'est le peuple. Peu importe que demain on finisse dans les oubliettes, c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est que la parole du peuple congolais soit portée le plus loin, le plus haut possible, et qu'il soit enfin entendu. Nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Je peux vous citer par exemple M. Mandela, qui à Washington, Nelson Mandela, que même les gens du pouvoir citent, à Washington, a eu à peu près la même question sur Fidel Castro, parce qu'il a félicité le travail de Fidel Castro à l'époque déjà. Et Nelson Mandela a rétorqué ce qui suit. Il a dit clairement que l'erreur que font certaines personnes, c'est de penser que tout le monde doit être solidaire de leur cause à eux. Nous avons notre cause. La priorité, c'est de savoir qui peut nous aider dans notre cause. Ce n'est pas d'aller en épouser 50 000 à côté avant de résoudre nos propres problèmes. Et puis, pour revenir sur M. Alliot, c'est aussi notre boulot, notre rôle, d'informer les gens du Front National que leur vision de l'immigration n'est pas la bonne. Parce que ce qu'il faut retenir, et ce qu'ils ont enfin compris, c'est que c'est la France qui installe et entretient les dictatures en Afrique. Et je ne connais personne qui resterait dans une maison qui brûle. La priorité pour quelqu'un qui est dans un incendie, c'est de s'extirper et d'extirper sa famille. Je pense qu'on n'est pas en droit, on n'a pas le droit de négocier les droits des Congolais. Les droits sont immuables. Les Congolais sont censés être égaux les uns les autres, sont censés pouvoir jouir du droit de liberté. Une des suggestions que nous avons faites au gouvernement lors de l'élection et du référendum, le problème, ce n'était pas le référendum. Le président, il peut faire des référendums comme il veut, mais il faudrait que ce soit dans le cadre des lois. Il ne faudrait pas que ce soit presque comme une imposition. On n'oblige pas les gens à aller à un référendum. Et même si on obligeait, il faudrait que le cadre soit clairement défini et qu'on reste dans la légalité. Quand on sait que 2 ans avant, le fichier électoral a été bidouillé, connaissant la démographie du Congo-Brazzaville, on sait très bien que les régions du Nord ne sont pas plus peuplées que celles du Sud. Il faudrait complètement être niais pour accepter ce discours. Je suis fier de dire que je suis un radical. Dans une dictature, être radical, c'est être opposé aux mesures prises par la dictature. Ce qui fait de moi tout simplement un démocrate. Parler de paix, en tout cas pour ce qui concerne les hommes politiques congolais et surtout pour le pouvoir de Brazzaville, ça revient surtout à dire laissez-nous faire ce que nous voulons faire de ce pays et de ses habitants en paix. Mais est-ce que ça correspond réellement aux droits et aux valeurs d'une république? Aujourd'hui, le Congo, on peut l'assimiler à une démocrature. Ce qui serait, en fait, dans les institutions, dans le fonctionnement, donnerait l'apparence d'une démocratie, mais qui en réalité, dans les faits, dans les actions, n'est plus ni moins qu'une simple dictature, qu'une féroce dictature. Quand on a un opposant qui ose braver le pouvoir et qui se retrouve en prison pour des motifs fallacieux, pour avoir manifesté, le droit de manifester est dans la Constitution, même dans la nouvelle Constitution qu'ils nous ont pendue. Pourquoi l'emprisonner? Je parle par exemple de M. Paulin Makaya. Qu'il y ait des jeunes qui se fassent enlever
torturés pour avoir émis des idées contraires aux valeurs que véhicule cette dictature, on ne peut pas parler de démocratie dans ces cas-là. Lorsque les lois de la République, je parle de l'ancienne Constitution, précisent bien, mettent deux verrous au sein de cette Constitution qui sont le cumul de mandats, le nombre de mandats et l'âge du président. Dans une réelle démocratie, ce sont des verrous, ce sont des garde-fous. On parle souvent d'institutions fortes. On peut considérer que ce sont deux articles qui ont rendu cette constitution forte. Mais quand quelqu'un rentre chez vous, que vous ayez mis 50 cadenas à la porte ou des verrous comme vous voulez, mais qui soit quand même rentré et vous impose par le biais des armes de vous soumettre, je suis désolé, ce n'est pas une démocratie. C'est une dictature. Ils sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. C'est comme si, laissez-moi finir s'il vous plaît, c'est comme si vous jouiez à un match de foot et qu'à la fin des 90 minutes, votre équipe perd, vous allez voir l'arbitre pour lui dire « Non mais écoutez monsieur l'arbitre, moi je pense que dans les 5 minutes qui suivront, je peux marquer le but, je peux égaliser. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on finit son mandat, on dit merci au peuple de nous avoir offert l'opportunité d'être à ce poste-là, parce qu'il y a une chose que les hommes politiques congolais ont oublié, c'est que malgré toutes leurs tergiversations, il ne reste que les employés de ce peuple. Pour des mandats normalement très courts. Donc non, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes bel et bien en dictature, et le devoir de chaque citoyen, c'est d'œuvrer à ce que cette dictature périsse.